bien. Très bien, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va voir le placenta. On va voir l'anatomie et la physiologie du placenta. En réalité, c'est un cours qui est scindé en deux, mais comme toujours, j'ai essayé de faire les deux en même temps. D'accord? Et il faut bien sûr connaître le placenta pour connaître les différentes pathologies qu'on peut avoir lors des grossesses. D'accord? Comme introduction, bien sûr, le placenta est un organe transitoire indispensable au maintien de la gestation. C'est grâce à lui que les échanges entre la mère et le fœtus se font. D'accord? C'est lui qui va bien sûr supplier les poumons et supplier tout ce qui est nutritionnel pour le fœtus. C'est un organe d'origine fœtale. Alors, le complexe fœtoplacentaire, c'est comme une allogreffe naturelle, mais cette allogreffe, elle ne va pas être rejetée par la mère. Il y a beaucoup de mécanismes et beaucoup de théories surtout, d'accord, qui expliquent plus ou moins cette tolérance de la mère par rapport, bien sûr, à ce rejet. Il faut savoir que le chorion baigne directement dans le sang. On va voir c'est quoi le chorion et on va voir tout ça. Bien sûr, le placenta, généralement, il est inséré au fond utérin, d'accord? Parfois latéralement ou bien latérofendique. Quand il commence à descendre et surtout si une partie ou bien la totalité s'insère au niveau du segment inférieur, là, on parle d'un placenta bas inséré. D'accord? C'est par rapport, bien sûr, au, au segment inférieur. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît. On va commencer par l'anatomie du placenta. Bien sûr, macroscopiquement, le placenta à terme se présente comme un disque de 12 à 20 cm de diamètre et de 4 à 5 cm d'épaisseur. Bien sûr, ça ressemble. Et quand on a tendance à aller vers les bords, quand on a tendance à aller vers les bords, bien sûr, l'épaisseur diminue jusqu'à 4 à 6 mm sur les bords. Bien sûr, le rapport poids placentaire, poids fœtal varie tout au long de la grossesse, mais à terme, on considère que le poids du placenta doit être un sixième du poids du fœtus, ce qui donne environ 500 grammes pour un fœtus de 3 kilos. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît. Parce que c'est embêtant d'ajouter comme ça les gens. Bien sûr, ce placenta, il présente deux faces, une face choriale et une face basale. La face choriale, c'est cette face-là, d'accord? La face basale, c'est la face où on a les cotylédons. C'est ça ce qu'on appelle les cotylédons. C'est cette face-là qui va être collée contre la décidue de l'endomètre, d'accord? Bien sûr, on va voir toutes ces structures, qu'est-ce qu'il y en a dedans. D'accord? C'est ça, les cotylédons. C'est
Bien sûr, sur la face choriale, cette face-là, elle est directement au contact du liquide amniotique, d'accord? Et à ce niveau, on constate, d'accord, l'abouchement du cordon ombilical. Et bien sûr, ça, c'est les différents vaisseaux. Bien sûr, cette face choriale, elle est lisse, luisante, elle est tapissée par l'amnion, que l'on peut détacher facilement. Ça, c'est juste macroscopiquement comment se présente ce placenta. Une face maternelle, c'est la face qui est parcourue par de nombreux sillons qui délimitent les cotylédons. Les cotylédons, comme je vous ai dit, c'est ces carrés-là. D'accord? Et là, c'est des sillons. Généralement, on a environ une vingtaine de cotylédons dans un placenta. D'accord? C'est ça. Et là, c'est les membranes. D'accord? Bien sûr, l'examen macroscopique, il est très, très important après la délivrance. D'accord? Il faut toujours examiner le placenta, bien sûr, pour prévenir des anomalies comme la plus importante de ces anomalies, c'est l'hémorragie, d'accord? Parce que si il y a un bout de membrane ou bien un bout de placenta qui reste dans l'utérus, on risque d'avoir une hémorragie parce que l'utérus ne va pas bien se rétracter. Bien sûr, l'examen du placenta peut nous expliquer une pathologie de la grossesse lors de l'accouchement, d'accord? Soit il y a eu une infection, soit il y a eu, bien sûr, une prééclampsie. Là, c'est en vérifiant bien le placenta qu'on, bien sûr, qu'on peut expliquer certaines anomalies. Bien sûr, il faut évaluer le retentissement fœtal d'une pathologie maternelle ou de découvrir la cause d'une complication. Bien sûr, là, on a tendance à envoyer ce placenta-là à l'étude histologique. Bien sûr, l'examen du placenta peut nous orienter surtout pour la surveillance du fœtus, surtout par exemple s'il y a eu une infection. D'accord? Alors, on a tendance à surveiller le fœtus par la CRP. Et bien sûr, on doit lui mettre des antibiotiques selon les résultats. La structure du placenta, bien sûr, on distingue l'aqueduc et le placenta proprement dit, avec sa plaque basale et la plaque choriale, les deux plaques. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle la chambre intervilleuse et les villosités choriales. C'est quoi tout ça? Vous avez la plaque ici, la plaque basale. C'est la plaque, bien sûr, c'est la face qui va être au contact de l'endomètre maternel. D'accord? Là, vous aurez la plaque choriale qui est ici. Maintenant, pour la vascularisation, on a dans le cordon ombilical, en réalité, le fœtus, bien sûr, il a les artères ombilicales, d'accord, qui vont arriver dans le cordon. Dès qu'elles arrivent dans le cordon, elles vont bien sûr se poursuivre et se ramifier comme cela, d'accord, comme un arbre. On va avoir beaucoup de branches, d'accord. Et bien sûr, ces branches-là, on a plusieurs structures et qui vont, bien sûr, l'ensemble, ça va nous donner la villosité choriale. Et de même, quand le sang qui est oxygéné arrive dans cette chambre, parce que ça, c'est les villosités, et bien sûr, le sang, ces villosités vont baigner dans le sang, directement dans le sang maternel. D'accord? Et quand le sang oxygéné arrive, bien sûr, il est capté par ces petites vénules, d'accord? Et là, ils vont faire le chemin inverse pour aller dans la veine cave inférieure du fœtus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, cette vénule-là, ou bien ces petites vénules qui vont nous donner la veine ombilicale, d'accord?
En réalité, ce n'est pas comme le corps. Au niveau du cordon ombilical, on aura deux artères et une veine. Mais fonctionnellement, c'est le contraire. D'accord? La veine, elle va nous acheminer le sang oxygéné. D'accord? Et les deux artères, vont bien sûr nous ramener le sang le moins oxygéné du fœtus. Ça veut dire sur le plan fonctionnel, d'accord, la veine, elle va faire le fonctionnement d'une artère. Et les deux artères vont faire la fonction d'une veine. D'accord? C'est ça la particularité au niveau placentaire de la circulation, fœtale. Pour les caducs, c'est quoi les caducs? Les caducs, bien sûr, quand l'endomètre se modifie, d'accord? Surtout, bien sûr, pour avoir cet œuf fécondé pour l'implantation, d'accord? On aura la transformation des cellules épithéliales, des fibroblastes, d'accord? Du stroma endométrial par accumulation de lipides et du glycogène. Et bien sûr, ces cellules-là vont prendre le nom de caduc ou bien de décidus. Bien sûr, on aura trois types de caduc ou bien de décidus. Là, juste après l'implantation, d'accord, au site de l'implantation, on a la caduque basale, ici, d'accord. Puis, le reste de l'utérus, ça va nous donner la caduque pariétale, d'accord, ou bien périphérique. Et celle qui est autour de l'embryon, on l'appelle soit la caduque ovulaire, soit la caduque réfléchie. Mais à partir du quatrième mois, on aura bien sûr le développement de l'embryon, on aura la fusion des deux caducs, la caduque réfléchie et la caduque pariétale. D'accord? Et ça va nous donner une seule caduque pariétale. C'est ça les caducs. Les caducs, ou bien la décidue, c'est les cellules endométriales qui se transforment en caducs pendant, bien sûr, la grossesse. Là, c'est les différentes caducs. D'accord? C'est juste du laïus. La plaque basale, bien sûr, elle est rattachée à la paroi utérine et elle est essentiellement formée en allant de la chambre intervilleuse vers la caduque basale par les éléments résiduels du syncytiotrophoblaste et du cytotrophoblast. Généralement, c'est ceux-là qui vont fabriquer beaucoup de choses, d'accord? On verra dans la physiologie. Mais il faut savoir que euh, à ce niveau-là, on a du syncytio et du cytotrophoblast. Bien sûr, le cytotrophoblast qui disparaît progressivement de la paroi des villosités participe avec le tissu décidual et les amins de fibrinoïdes à la formation des différents septums. C'est ce qui va nous délimiter les différents cotylédons. La plaque choriale, celle qui est bien sûr au contact du liquide amniotique, d'accord? Bien sûr, sur cette plaque-là, elle est tapissée en dedans par l'amnios et on distingue deux couches. Une couche épithéliale externe et une couche interne de tissu conjonctif. D'accord? La chambre intervilleuse, bien sûr, c'est ce que je vous ai expliqué. Cette chambre intervilleuse, bien sûr, on a les villosités choriales et qui baignent dans le sang maternel qui arrive par les petites artérioles. Bien sûr, on a beaucoup de villosités. On a les villosités souches, puis on aura selon les ramifications, soit des villosités intermédiaires et des villosités tertiaires. Les plus importantes, c'est les villosités qui sont libres dans cette chambre intervilleuse. D'accord? C'est elles qui vont, bien sûr, qui ont un maximum de capacité à absorber le sang et à excréter le sang qui vient du fœtus.
D'accord? C'est selon les ramifications. Bien sûr, on a des villosités crampons qui vont de la plaque choriale jusqu'à la plaque basale, ce qui permet le maintien, d'accord, de cette villosité en place. Voilà les différents constituants importants, d'accord, et ce qui est le plus important dans la vascularisation, bien sûr, c'est la villosité choriale. Juste ça, c'est un schéma pour comprendre. Bien sûr, on a les cotylédons. Chaque cotylédon, il contient des villosités choriales. D'accord? Et bien sûr, chaque cotylédon, il est séparé par un septum de son voisin. Et il ne faut pas, quand vous allez examiner votre placenta sur cette face-là, il ne faut pas avoir un vide. Parce que si vous aurez un vide, ça veut dire qu'il y a un cotylédon qui est resté au niveau bien sûr, de l'utérus. C'est très, très important d'avoir tous les cotylédons, d'accord, tous les cotylédons qui sont l'un près de l'autre. Il ne faut pas avoir un vide, sinon, il faut aller le chercher dans l'utérus. Bien sûr, juste pour comprendre après dans la délivrance, il faut savoir que c'est dans cette zone-là, là, c'est les petites artérioles, d'accord? C'est les petites artérioles, on va voir dans la vascularisation de l'endomètre. Quand il y aura, bien sûr, la délivrance, c'est au niveau de cette partie-là, d'accord, qui va se scinder entre la zone spongieuse et la zone compacte de la décidue, d'accord? C'est entre ces deux-là qu'il va y avoir un clivage pour que ça se détache, d'accord? Bien sûr, chaque pédicule villositaire et son arborisation constituent une unité vasculaire fonctionnelle qui est le cotylédon, je l'ai bien expliqué. Mais il faut savoir une chose, que la richesse de la division des villosités permet de nous donner une surface placentaire totale de 13 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a 13 mètres carrés de capacité d'échange entre la mère et le fœtus, qui est vraiment énorme et ce qui nous permet surtout de remplacer les deux poumons, d'accord, pour l'oxygénation du sang fœtal. Bien sûr, entre les plaques basales et choriales se trouve la chambre intervilleuse ouverte au courant maternel dans lequel baignent les villosités. C'est très, très important. Il faut savoir que tout le sang qui est dans cette chambre intervilleuse, c'est bien sûr, ces villosités baignent euh, bien sûr, le sang maternel. Le bord du placenta, c'est juste pour comprendre les deux plaques, elles vont bien sûr se réunir au niveau de ces bords-là. D'accord? Pour la circulation sanguine placentaire, c'est ce qui est très très important pour comprendre comment se font les échanges. Dans la circulation maternelle, on a bien sûr l'endomètre qui est irrigué par les artères basales et qui vont nous donner les petites artères spirales. D'accord? Bien sûr, là, c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre. Là, c'est la couche basale. Et ça, c'est le myomètre. D'accord? Bien sûr, un fait très, très important dans la vascularisation, c'est le fait que ces petites artérioles-là, elles sont modifiées. D'accord? Le trophoblaste, au moment de l'implantation, le trophoblaste, d'accord, déjà, il commence à envahir ces petites artérioles. Pourquoi il les envahit? Pour, bien sûr, modifier surtout sa musculature et bien sûr, les rendre vasoplégiques, d'accord, pour que ces petits vaisseaux ne vont pas bien sûr, se contracter pour améliorer une très très bonne
vascularisation. Ils vont augmenter, bien sûr, la vascularisation du placenta. Et bien sûr, s'il y a un défaut d'invasion de ces petites artères par le trophoblaste, là, on risque d'avoir une insuffisance placentaire. Et ce qui va peut-être nous donner une tension artérielle pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle les pré-éclampsies. D'accord? Ou bien parfois des MIU, des morts fœtales in utero. Là, c'est le fait le plus important parce que s'il n'y a pas une invasion suffisante de ces petites artères-là pour les modifier, là, on risque d'avoir une insuffisance, bien sûr, placentaire. Bien sûr, parfois, on peut avoir le contraire, d'accord, une prolifération excessive de ce trophoblaste. Alors, on a tendance à avoir des tumeurs, surtout comme le choriocarcinome, d'accord? Bien sûr, en pratique, le sang arrive par les branches de l'artère utérine, l'artère arquée au niveau du myomètre, puis les artères radiales et enfin les artères spiralées, d'accord? Il se répand dans la chambre intervilleuse et circule entre les deux ramifications des arbres. Il est repris par les veines utéroplacentaires, branches de la veine utérine. C'est ça, c'est comme ça que la vascularisation se fait entre l'endomètre maternel et le placenta. Dans la chambre intervilleuse, il faut savoir que dans cette chambre-là, on a bien sûr un volume qui est important de sang. Ce volume représente 40% du volume placentaire total, d'accord, et qui nous donne environ 250 cc de sang. Bien sûr, ça, c'est à terme, parce que cette capacité, elle augmente pendant la grossesse jusqu'à terme. Bien sûr, la chambre intervilleuse, elle se remplit 2 à 3 fois par minute, d'accord, quand même c'est un débit qui est important. Ce sang est une réserve pour le fœtus si, en cas où on a bien sûr un arrêt brutal de la vascularisation du placenta, on peut espérer 60 à 90 secondes, d'accord, de survie du fœtus grâce à ces réserves. Dans la circulation fœtale, bien sûr, les artères iliaques internes fœtales donnent chacune une artère ombilicale qui gagne le cordon, comme ici, d'accord? C'est les deux artères euh, iliaques internes qui vont nous donner, d'accord, deux artères ombilicales. Bien sûr, ça, c'est la primitive, puis l'interne, puis l'externe. Iliaque externe, iliaque interne, d'accord? Parfois même, on l'appelle les artères hypogastriques. Bien sûr, chacune d'elles va nous donner une artère ombilicale qui va gagner le cordon et se diviser en plusieurs branches dans le chorion, dont bien sûr la villosité choriale. Ces branches donnent des artères qui pénètrent dans les troncs villositaires de premier ordre. Ce sont les artères cotylédonées. Le sang est dispersé dans un réseau extrêmement riche qui pénètre les moindres divisions villositaires. Les veines cotylédonaires se collectent dans une veine ombilicale unique et le sang regagne le système cave inférieur du fœtus. Là, on voit bien sûr la veine en rouge parce que là, c'est fonctionnel parce que le rouge, c'est du sang c'est du sang oxygéné, c'est la veine ombilicale qui va le ramener vers la veine cave inférieure. D'accord? Là, c'est plus net. Et bien sûr, le sang que les artères ombilicales récupèrent, c'est un sang, bien sûr, qui n'est pas comme celui du sang veineux, mais il est pauvre en oxygène. Bien sûr, le sang, quand il arrive, le sang oxygéné par la veine
ombilical arrive à la veine cave inférieure, il rentre dans le cœur. Et qu'est-ce qui va nous permettre que ce sang-là se retrouve au niveau du cœur gauche? C'est bien sûr les différents foramens. D'accord? Les différents foramens et le canal artériel. Bien sûr, on aura l'oxygénation là, euh, surtout du cerveau, d'accord, en priorité. Et puis, quand le sang, il est, euh, les différents organes ont bien sûr épuisé de l'oxygène, le retour va se faire par l'aorte, d'accord? Et ça va jusqu'aux artères iliaques, inter, puis les artères ombilicales, puis vers le placenta. C'est ça les caractéristiques, bien sûr, de cette circulation fœtale. D'accord? Bien sûr, on a le canal artériel et surtout les communications interauriculaires qui sont très, très importantes pour nous permettre, bien sûr, le passage du sang vers le côté gauche. Les échanges fœtomaternels, il faut savoir que le sang maternel arrivant des artères spirales sous pression élevée, d'accord, est rejeté par saccade dans la chambre intervilleuse. Ongé qui vient frapper la plaque choriale. De là, il diffuse et revient vers la plaque basale et il est aspiré par les veines utéro-placentaires. D'accord? Bien sûr, où la pression, elle est plus basse. Le flux sanguin maternel, très important, il est estimé à environ 600 cc par minute. La circulation fœtale s'effectue dans un système vasculaire clos. La pression dans les capillaires fœtaux des villosités supérieure à la pression dans la chambre. Elle est comprise entre la pression dans les artères ombilicales et la pression dans la veine ombilicale. Ce qu'il faut comprendre, c'est un jeu de pression. D'accord? Le sang il va d'une pression importante vers une pression basse et le contraire, d'une pression, le sang qui n'est pas bien oxygéné, il va bien sûr repasser d'une pression basse à une pression un peu élevée. Les variations, on peut avoir parfois des variations physiologiques du débit utéroplacentaire. D'accord? Ce débit-là, il n'est pas constant, mais parfois, on aura des variations de ce débit. D'accord? De ce débit entre l'endomètre et le placenta. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a des changements, surtout pendant la grossesse. Il faut savoir que le débit chute de 25% au voisinage de l'accouchement. Le débit est plus bas chez les femmes de plus de 30 ans. C'est pas pareil quand une femme elle est jeune et une femme qui est bien sûr moins jeune, d'accord, surtout les femmes qui dépassent les 40 ans. Là, le débit, il peut être médiocre. On a aussi chez les primipares et on a la station debout qui entraîne une chute de 15% de ce débit. C'est pour ça, parfois, quand on a une insuffisance placentaire, on préconise pour la femme d'être en décubitus, surtout un décubitus latéral gauche pour améliorer ce débit. Bien sûr, l'activité physique diminue la perfusion placentaire au profit des muscles squelettiques. Là, c'est physiologique. Si par exemple vous avez une femme qui fait du sport, une activité bien sûr physique importante, là, vous pouvez avoir une diminution significative de ce débit. Il existe une diminution de ce débit en cas de grossesse gémellaire et bien sûr en cas de surdistension utérine et dégénérescence placentaire précoce, parce que dans les grossesses gémellaires, vous avez deux fœtus bien sûr à vasculariser. Alors, ce débit-là, il est parfois diminué. Pendant la contraction utérine,
Il faut savoir que la chambre interveineuse subit quelques modifications. On note un arrêt du flux sanguin lors de la diastole maternelle et une vasoconstriction artériolaire, une augmentation de la pression amniotique et non une augmentation de la pression dans la chambre interveineuse. Bien sûr, ça, parce que quand vous avez une contraction utérine, vous avez bien sûr tendance à avoir un écrasement des veines. Alors, on a tendance à avoir une diminution très très importante de ce débit. Parfois même, le fœtus ressent cette diminution et il va y avoir une bradycardie fœtale. Bien sûr, on a d'autres événements comme la rupture des membranes. Il y a une chute de ce débit, mais c'est transitoire, d'accord? Surtout quand on n'a pas le travail qui s'est déclenché, on a une rupture prématurée, mais généralement, ça revient à la normale dans 20 à 30 minutes, voire jusqu'à 40 minutes, d'accord? Bien sûr, pendant toute la durée des efforts expulsifs de la femme lors de l'accouchement, le débit, il est presque nul. Mais je vous ai dit qu'il y a dans la chambre interveineuse une réserve qui nous permet d'avoir, bien sûr, une oxygénation du fœtus pendant 60 à 90 secondes. Alors, généralement, ça ne retentit pas sur le fœtus. Bien sûr, ça, c'est au cours surtout de l'expulsion. D'accord? Les variations pathologiques, là, c'est pathologique, ce n'est pas normal. D'accord? On a surtout les affections maternelles comme l'hypotension. Tout ce qui donne une hypotension maternelle peut, bien sûr, logiquement, nous donner une diminution du débit et une diminution du débit utéro-placentaire, que ce soit des traitements hypotenseurs, d'accord, ou bien une hypotension que la femme a physiologiquement. Bien sûr, on peut avoir les anomalies de la contraction utérine quand vous avez surtout une hypercinésie. Hypercinésie, c'est quoi? C'est des contractions très, très rapprochées et qui durent longtemps. D'accord? Alors, le débit ne revient pas à son état normal. Il n'y a pas un relâchement pour permettre, bien sûr, la normalisation de ce débit. Là, bien sûr, c'est pathologique. Il faut agir sur ces contractions utérines. Généralement, soit on fait une péridurale, ou bien on donne des antispasmodiques. Le tabac et la nicotine, il faut bien sûr, lors de la grossesse, il faut conseiller l'arrêt du tabac, d'accord, parce que ça diminue beaucoup le débit utéro-placentaire. Et bien sûr, il y a certains médicaments, surtout les hypotenseurs. Les variations physiologiques du débit ombilico-placentaire, c'est entre le fœtus et le placenta, d'accord? On a les contractions utérines toujours, avant la rupture des membranes. Bon, là, quand les membranes ne sont pas encore rompues, il n'y a pas une modification de ce débit, mais après la rupture, les pressions, surtout, on a tendance que le fœtus se retrouve directement, il va se retrouver non protégé par le liquide amniotique, parce qu'il y a une rupture. Là, on a tendance à une diminution du débit. D'accord? Les modifications du débit utéro-placentaire ne peuvent retentir sur le débit ombilico-placentaire que par le biais de l'hypoxie. Bon, ça, c'est anatomique et surtout, on a fait le tour de la vascularisation. Bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que la vascularisation chez le fœtus, d'accord, il ne faut pas se tromper entre veine et artère, d'accord? Même si on a deux artères, mais elles font la fonction de veine. Et la veine ombilicale, elle fait fonction, bien sûr, d'une artère. Et bien sûr, le sang oxygéné, il arrive vers la veine porte, mais grâce, bien
bien sûr, aux différents foramen et les communications qu'il existe, là, le sang passe vers la gauche et on oxygène très très bien les différents organes. Et puis le sang qui est pauvre en oxygène va être récupéré par les artères, bien sûr, ombilicales vers le placenta. Grosso modo, c'est ce qu'il faut avoir en tête. D'accord? Sur le plan physiologique, le placenta, il est très, très important. D'accord? Dans l'oxygénation du fœtus, sa nutrition, bien sûr, il y a un grand apport de glucides, de protéines et d'acides gras. C'est très, très important. Et bien sûr, le placenta, on va le voir, il fabrique pas mal de molécules. Bien sûr, on dit toujours, ou bien on appelle toujours le placenta, c'est la barrière pour le fœtus, mais il faut savoir que cette barrière-là, elle n'est pas parfaite. Et on va le voir dans cette étude physiologique. Bien sûr, il métabolise, il transforme et coopère avec les organismes maternels et fœtals. Ses fonctions sont multiples. Il faut savoir qu'il il assimile pas mal de substrats énergétiques. Il fait le transfert de gazeux, oxygène et CO2, élimination des métabolites d'origine fœtale, comme l'urée, la créa, l'acide urique, et bien sûr, il a un rôle important dans la sécrétion hormonale et les fonctions immunologiques qui sont très, très importantes pour empêcher le rejet de cette greffe. Bien sûr, la fonction la plus importante, c'est la fonction respiratoire du fœtus. Il faut savoir que le placenta, il joue un rôle très important dans l'oxygénation du fœtus. Il faut savoir que le poumon fœtal, il est 15 fois moins, pardon, le placenta qui joue un rôle de poumon, il est 15 fois moins efficace que le poumon fœtal. Mais là, c'est juste par rapport au poids. Alors, bien sûr, pour remédier à ça, dans le placenta, on a une surface d'échange qui est de 13 mètres carrés qui nous permet, bien sûr, d'avoir l'équivalent des poumons fœtales. D'accord? Alors, la fonction respiratoire du placenta permet l'apport d'oxygène au fœtus et l'évacuation du dioxyde de carbone. Les échanges vont se faire entre le sang maternel qui est riche en oxygène et le sang artériel ombilical qui est mélange de sang artériel et veineux. Mais ce n'est pas que du sang veineux, bien sûr, pauvre en oxygène. L'oxygène passe donc de la circulation maternelle vers la circulation fœtale par une diffusion ou un transfert passif. Bien sûr, l'une des particularités de l'hémoglobine fœtale, parce que ce n'est pas la même que l'hémoglobine adulte, d'accord? Vous avez fait ça en pédiatrie. L'hémoglobine fœtale, elle a bien sûr une affinité très très importante avec l'oxygène, ce qui lui permet bien sûr le transport d'un maximum d'oxygène. Les échanges d'oxygène dépendent de la surface et de l'épaisseur de la barrière placentaire. Généralement, elle est de 13 mètres carrés. À terme, le fœtus puise généralement 20 à 30 cc d'oxygène par minute dans la circulation maternelle. Le gaz carbonique dont la pression partielle est plus élevée dans le sang fœtal suit le gradient inverse vers, bien sûr, le sang maternel. C'est comme ça euh, qu'il est excrété. Et surtout, il faut savoir que le passage est 20 fois plus rapide. Il passe uniquement sous forme gazeuse. Le sang fœtal oxygéné repart vers le fœtus par la veine ombilicale, alors que le sang maternel désaturé repart par les veines utérines.
Ça, c'est l'acheminement. Bien sûr, l'approvisionnement en oxygène du fœtus est facilité par les différences de concentration de pression partielle de l'oxygène dans la circulation fœto-maternelle et surtout l'affinité élevée de l'hémoglobine fœtale. La fonction nutritive et excrétrice, bien sûr, l'apport nutritif du fœtus indispensable à sa croissance et à ses dépenses énergétiques, bien sûr, sans cesse croissante, est assurée par la mère. Il faut savoir que les transferts placentaires concernent également l'élimination des déchets, surtout l'urée, l'acide urique et la créatinine. D'accord? Pour l'eau et les électrolytes, l'eau et ces électrolytes traversent le placenta par diffusion simple, généralement dans le sens d'un gradient osmolaire. Les échanges d'eau augmentent avec la grossesse jusqu'à 35 semaines, c'est 3,5 litres par jour, c'est quand même très très important, puis diminution jusqu'à terme à environ 1,5 litres par jour. Par contre, et heureusement, le fer et le calcium ne passent que dans le sens mère vers l'enfant. D'accord? Heureusement, parce que le fœtus a beaucoup besoin du fer. Alors, euh, ce fer-là, heureusement, il ne part pas de l'enfant vers la mère. Pour le glucose, c'est l'apport énergétique principal, d'accord, du fœtus. Il passe par un transport qui est facilité. Il faut savoir que la glycémie fœtale, elle est égale aux 2 tiers de la glycémie maternelle. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des hyperglycémies maternelles, dans le diabète par exemple, vous aurez bien sûr une hyperglycémie fœtale. D'accord? Et ce qui entraîne généralement des macrosomies. Quand il y a beaucoup, bien sûr, de glucose, le fœtus va le transformer parce que il faut savoir que l'insuline ne traverse pas la barrière placentaire, mais le fœtus la fabrique lui-même. Alors, on a tendance à avoir un hyperinsulinisme fœtal. Alors, c'est comme si vous avez un petit être qui va, bien sûr, avoir un diabète. Et bien sûr, dans la surveillance maternelle, il faut toujours avoir un équilibre glycémique. Sinon, si vous avez des hyperglycémies, il va y avoir un retentissement sur le fœtus. Bien sûr, le placenta est capable de synthétiser et de stocker du glycogène au niveau du trophoblaste afin d'assurer les besoins locaux et en glucose par glycogénolyse. Il existe des modifications importantes du métabolisme des hydrates de carbone au cours de la grossesse afin de satisfaire les besoins du fœtus. Généralement, le corps maternel, surtout au premier trimestre, il va tout faire, on va voir les hormones qui sont sécrétées, il va tout faire pour garder le glucose dans la circulation sanguine pour avoir un passage vers le fœtus. Alors, on aura des hormones qui vont lutter contre l'insuline. D'accord? Ils vont, en quelque sorte, on va avoir un état d'insulino-résistance. Pour les lipides et les triglycérides, elles sont d'abord dégradées au niveau du placenta qui va synthétiser de nouvelles molécules lipidiques. Les phospholipides sont arrêtés, dégradés par le placenta. Le cholestérol maternel est nécessaire pour le fœtus, bien sûr, après transformation au niveau du placenta qui le stocke et l'utilise dans ses synthèses parce que c'est un peu gros pour le passage. Le placenta et le foie fœtal ainsi que les tissus fœtaux extra-hépatiques sont le siège de synthèse active d'acides gras, synthèse qui se fait à partir des glucides. Mais heureusement, il existe un passage d'acides gras maternels, notamment les acides gras essentiels comme les acides linoléiques et arachidoniques qui ne peuvent être synthétisés par un organisme mais uniquement apportés par l'alimentation. Heureusement qu'il y a bien sûr une exception pour ce genre d'acide.
Bien sûr, ces acides gras sont indispensables au développement surtout du système nerveux fœtal. Pour les protéines ne passent pas la barrière placentaire car elles sont trop grosses. L'épithélium villositaire assure la désintégration de ces protéines, de ces chaînes protéiques en acides aminés. Ces acides aminés et les peptides passent par transport actif et permettent au fœtus d'assurer sa propre synthèse protéique. D'accord? Le placenta va les dégrader, puis les acides aminés vont passer et le fœtus va s'en occuper bien sûr, de la synthèse de ses propres protéines. Bien sûr, il existe une exception pour les protéines, surtout les immunoglobulines de type G, bien sûr, qui passent de la mère vers le fœtus. La mère transmet ces immunoglobulines G par le phénomène de pinocytose. Bien sûr, ce passage se fait surtout en fin de grossesse et parfois c'est comme ça qu'on a des problèmes d'immunisation. Bien sûr, la transférine est une autre protéine importante qui transporte du fer au fœtus. Il existe des récepteurs spécifiques pour cette protéine, d'accord, dans le placenta qui permettent le transport actif au niveau du tissu fœtal. Certaines protéines comme l'alpha-fétoprotéine, d'accord, c'est d'origine fœtale, qu'on peut retrouver dans la circulation maternelle. Ça veut dire que ces protéines elles vont faire le chemin inverse et ces protéines-là, on les utilise généralement comme marqueurs euh, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème, surtout quand on a un problème de fermeture du tube neural. D'accord? Généralement, on dose cette protéine-là dans le sang maternel. Pour les vitamines, bien sûr, les vitamines hydrosolubles traversent facilement la membrane placentaire. Mais en revanche, les vitamines liposolubles, c'est la vitamine A, D, E et K, surtout K, est très bas dans la circulation fœtale, même s'il y a un petit passage, mais leur taux reste très, très bas. Alors que par exemple, comme la vitamine K, on doit toujours à la naissance injecter de la vitamine K au nouveau-né pour bien sûr prévenir les maladies hémorragique. D'accord? C'est systématique d'injecter cette vitamine K. La vitamine C, elle est stockée par le placenta jusqu'au 7e mois, puis le placenta va s'appauvrir en cette vitamine, puis on va la retrouver en grande quantité dans les surrénales fœtales. Ça, bien sûr, c'est pour les vitamines, mais il faut garder dans votre esprit que la vitamine K, d'accord, elle a un taux très, très, très bas chez le fœtus. Alors, chaque nouveau-né, on doit lui, bien sûr, lui donner cette vitamine. La fonction immunologique, bien sûr, c'est une fonction très, très importante parce que c'est grâce à ça que la mère ne va pas, bien sûr, rejeter cette greffe-là, d'accord? Ou bien une semi-greffe, parce que il n'y a que la moitié des gènes qui n'appartiennent pas à la mère, mais normalement, la mère, elle doit, s'il n'y a pas cette fonction, elle doit rejeter cette greffe. Bien sûr, l'absence de rejet du fœtus qui constitue une greffe semi-allogénique par la mère reste un sujet controversé de la grossesse. En effet, dès la naissance, la mère rejette toute greffe tissulaire provenant de son enfant.
D'accord? Il y a des tests qui ont été faits et ils ont constaté surtout des tests de peau. D'accord? Ils prélèvent un petit peu de peau chez le nouveau-né et le greffent chez la femme. Et il y a, dès la naissance, il y a un rejet. Alors, ils ont supposé que c'est la fonction du placenta, d'accord, la fonction il y a cette fonction immunologique du placenta qui permet de protéger cet enfant bien sûr, du rejet par la mère. Et bien sûr, il y a beaucoup de découvertes, mais grosso modo, on n'a pas des résultats vraiment concrets pour dire que c'est cette fonction du placenta ou cette autre fonction qui permet cette absence du rejet. Ça veut dire que ça reste vraiment un sujet controversé. Bien sûr, pour que la greffe fœtale prenne, la mère doit développer une tolérance à l'égard de cette grossesse. Bien sûr, cette réaction repose sur l'antigénicité spécifique de l'embryon et du placenta et sur les modifications transitoires du système immunitaire maternel pendant la grossesse. Le placenta se situe donc entre ces deux systèmes immunitaires. On a le statut immunitaire de la femme enceinte. Il faut savoir que l'immunité cellulaire de la femme enceinte est légèrement diminuée avec, entre autres, une baisse de l'activité des natural killers, des cellules natural killers, et une diminution des possibilités chimiotactiques des cellules phagocytaires. Bien sûr, la réponse lymphocytaire T est plutôt orientée vers le versant immunosuppresseur. Cette diminution de l'immunité cellulaire explique le retard au rejet de l'allographie, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Ce n'est pas juste suffisant. Cette modification au cours de la grossesse. Bien sûr, l'immunité humorale est normale pendant la grossesse. Les lymphocytes B ne sont pas modifiés. Les immunoglobulines sont en quantité normale, sauf pour les IgG. Bien sûr, ça s'explique par leur passage vers le fœtus, d'accord, surtout au troisième trimestre où le passage est très, très important. On a aussi ces modifications de l'immunité maternelle pendant la grossesse paraissent dues aux protéines de la grossesse et aux hormones stéroïdes. Surtout, on attache cette diminution, d'accord, au progestérone, à la progestérone, parce que le placenta, on va le voir, sécrète beaucoup de progestérone. Il prend le relais déjà dès 6 semaines. Il commence à bien sûr, à prendre le relais du corps jaune gestationnel. Bien sûr, l'antigénicité du fœtus et du placenta, c'est bien sûr toujours pour comprendre cette absence de rejet. L'embryon présente à la surface de ces cellules des protéines HLA, différentes de celles de sa mère, puisque la moitié de ces gènes, bien sûr, provient du père. Les tissus fœtaux, et plus particulièrement ceux du placenta qui constituent l'interface entre la mère et le fœtus, à savoir le syncytiotrophoblaste et le cytotrophoblaste des villosités, ces structures-là, d'accord, on a constaté qu'ils n'expriment pas d'antigène d'histocompatibilité, à savoir HLA, A, B, C, ou bien les complexes majeurs d'histocompatibilité. Ceci le rend inapte à fournir le signal nécessaire à l'induction d'une réaction immunitaire. Ça aussi, ils ont découvert que ces tissus-là, d'accord, ils ne présentent pas, ou bien ils n'expriment pas les antigènes d'HLA. Ça veut dire que il n'y aura pas un signal immunitaire pour, bien sûr, provoquer la réaction immunitaire. Mais en revanche, après l'implantation, le cytotrophoblaste présente des antigènes d'histocompatibilité de type HLA-G qui sont invariables entre individus de la même espèce. Cet antigène exercerait à la fois une fonction antivirale, une fonction immunosuppressive et des fonctions de type non immunologique. De plus, le placenta bloque l'apparition
et les effets des cellules cytotoxiques maternelles. Bien sûr, ça, c'est un autre système. Le trophoblaste n'exprimant pas de HLA, les cellules trophoblastiques ne peuvent être identifiées comme étrangères par les lymphocytes T. Les cellules naturelles killer et les macrophages tueurs ont une action sur les cellules qui sont dépourvues de marqueurs HLA. D'accord? Alors, normalement, on doit avoir une attaque par ces cellules, ce qui est le cas des cellules du trophoblaste qui devraient donc être détruites. Toutefois, ces natural killers sont dotés d'un système de reconnaissance du marqueur HLA-G qui inhibe leur action cytolytique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de phénomènes immunologiques qui, bien sûr, vont faire tout pour empêcher qu'il y ait une attaque. Bien sûr, s'il y a un défaut de ces systèmes-là, d'accord, là, on aura une attaque et bien sûr, ça va se solder généralement par des avortements répétés ou bien carrément des morts fœtales. D'accord? Bien sûr, au total, la réaction immunitaire maternelle est non seulement présente pendant la grossesse, mais elle est nécessaire à son bon déroulement. Tout ça, c'est pour juste vous expliquer pourquoi on n'a pas ce régime. Mais il faut savoir que c'est controversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas sûr à 100%. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui interviennent. Il y a beaucoup de mécanismes qu'on ne connaît pas encore. Et peut-être dans l'avenir, on va les connaître. La fonction protectrice du placenta. Bien sûr, cette protection, elle est imparfaite. Il y a beaucoup de trucs qui passent et beaucoup, bien sûr, d'agents infectieux qui peuvent passer cette barrière. Bien sûr, pour les immunoglobulines, on l'a dit que le fœtus humain et le nouveau-né ont un système immunitaire qui est immature et l'acquisition des immunoglobulines G s'effectue exclusivement pendant cette période de grossesse, d'accord, où il y a un passage surtout de ces immunoglobulines G. Là, c'est pour les immunoglobulines. Les autres immunoglobulines, elles ne passent pas. Les IgM, si elles passent, ça veut dire qu'il y a eu effraction au niveau de ce placenta. Pour les médicaments et les toxiques, bien sûr, le passage, il peut se faire pour pas mal de substances. Alors, il faut toujours se référer aux notices avant de prescrire un médicament à une femme enceinte. Voir est-ce qu'il n'est pas contre-indiqué ou bien parfois, ils vous disent que le médicament, même s'il passe, d'accord, il n'a pas d'effet sur le fœtus. Bien sûr, pour avoir toutes ces données, normalement, ce traitement-là ou bien ce médicament-là, il doit bien sûr avoir un recul, d'accord, un recul d'utilisation pendant cette période-là. Et à la majorité des laboratoires, si, bien sûr, si une molécule elle est nouvelle, ils vont vous dire qu'il faut faire attention pendant la grossesse. Ils vont vous dire chez les animaux, ça n'a pas donné, ça n'a pas eu de répercussions, mais vu l'absence d'un recul, ils vous disent qu'il faut faire très très attention chez les femmes enceintes. D'accord? Il y a même des molécules qui donnent des embryopathies chez l'animal, mais pas bien sûr, chez l'espèce humaine. Mais toujours faire très attention. D'accord? Bien sûr, le passage transplacentaire des médicaments de la mère et les tributaires de la propriété physico-chimique de ces molécules-là. Et bien sûr, il y a d'autres données comme le flux sanguin, le métabolisme de ces différentes molécules, le terme de la grossesse. Il y a des molécules qui passent plus, euh, euh, par exemple, ils passent plus
vers le troisième trimestre. Et il y a des molécules qui sont, par exemple, contre-indiquées au premier trimestre, mais qui sont pas contre-indiquées au deuxième et au troisième trimestre. D'accord? Ça dépend de la molécule et des effets de cette molécule sur le fœtus. Bien sûr, le passage transplacentaire des médicaments utilise les mécanismes classiques des échanges fœtoplacentaires, la phagocytose, la pinocytose, ça dépend bien sûr, des molécules. Bien sûr, il y a aussi la diffusion active, la diffusion facilitée, le transport actif. Bien sûr, si historiquement le placenta a été considéré comme une barrière protectrice, les données actuelles nous démontrent qu'il ne peut assurer qu'une protection sélective du fœtus. Pour les agents infectieux, il faut savoir que tous les virus, parce qu'ils sont de très très petite taille, ils peuvent, bien sûr, ils passent aisément le placenta, mais ce n'est pas tous les virus qui vont nous donner un problème chez le fœtus. Ce qui donne un problème chez le fœtus, c'est bien sûr les virus qui sont dits embryopathiques. D'accord? Surtout au premier trimestre. Généralement, l'embryogenèse, elle se termine au maximum à la 18e semaine d'aménorrhée. Alors, quand on a une infection, bien sûr, avec certains virus, pendant ce premier trimestre, avant 18 semaines, on peut avoir des problèmes fœtaux, à savoir des embryopathies. Mais il y a des virus, même si la mère elle est atteinte, et il y a un passage vers le fœtus, mais ils n'ont aucun effet sur le fœtus. Par exemple, le virus de la grippe, le H1N1, ou bien tout simplement tous les virus grippaux, là, il n'y a pas, bien sûr, ça ne nous donne pas d'embryopathie. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont anodins pour le fœtus. Contrairement à certains virus, comme surtout le virus de la rubéole, qui donne vraiment de graves embryopathies, là, bien sûr, c'est un grand risque pour le fœtus. On a aussi le cytomégalovirus, le parvovirus, l'herpès, d'accord, et bien sûr le VIH. Actuellement, pour le VIH, si la femme, vraiment, elle est très très bien prise en charge, d'accord, surtout euh, par les traitements rétroviraux, viraux, là, vous pouvez autoriser une grossesse et vous êtes sûr que l'atteinte fœtale, elle est très très minime, d'accord, bien sûr à condition d'avoir une charge virale qui est proche de zéro. Ça, c'est pour, bien sûr, les virus. Il y a aussi le passage de quelques parasites et des bactéries. Bien sûr, elles peuvent passer pour certaines lors d'épisodes septicémiques de la mère. Bien sûr, c'est le cas surtout de l'agent de la syphilis, le treponème pâle, de la toxoplasmose. Pour la toxoplasmose, bien sûr, ça peut atteindre le fœtus et nous donner pas mal de conséquences, d'accord? Surtout avec des dépôts en intracrânien. On a aussi le passage du pneumocoque, du streptocoque et de l'Escherichia coli, d'accord? Ça peut nous donner des infections fœtales et des infections amniocoriales. Le bacille de Koch, l'agent de la tuberculose, généralement, pratiquement, il ne passe pas la barrière placentaire. Mais pour cette bactérie, lors de l'accouchement, on doit bien sûr séparer le nouveau-né de la mère, si la mère, bien sûr, elle est active. Le passage peut être différent en fonction du moment de la grossesse. Par exemple, le tréponème et le toxoplasmose passent beaucoup plus facilement en fin de grossesse. Pour les cellules sanguines, bien sûr, normalement, elles ne peuvent passer que par effraction au cours de l'accouchement ou bien lors d'un traumatisme. Généralement, normalement, elles ne passent pas, mais
S'il y a une effraction de ce placenta, là, le passage, il peut se faire. D'accord? Le passage des lymphocytes est certain dans le sens enfant et mère et incertain dans l'autre sens. Et grâce à ces lymphocytes fœtales qu'on retrouve au niveau du sang maternel, grâce à ça, si on les retrouve, on peut faire un karyotype fœtal. D'accord? Sur ces cellules-là. C'est généralement ce qui est utilisé récemment pour, bien sûr, dire que si le fœtus il est porteur ou pas d'anomalie. D'anomalie, bien sûr, si on suspecte une maladie génétique. Bien sûr, un passage d'émacie se fait le plus souvent dans le sens enfant-mère à cause du gradient des pressions. Et c'est à cause de ça, quand vous, généralement, on peut retrouver les globules rouges du fœtus dans la circulation maternelle. Et c'est à cause de ça qu'on a généralement une immunisation, surtout rhésus. Quand il y a un rhésus positif du fœtus et un rhésus négatif de la mère, là, quand on aura un passage de ces hémacilles-là vers la mère, là, il y aura bien sûr une immunisation. Et il y a des anticorps anti-D qui sont fabriqués. Alors, il faut toujours faire une prévention par l'injection du sérum anti-D pour, bien sûr, neutraliser toutes ces hémacilles-là. La fonction endocrine du placenta, et bien sûr, on a beaucoup d'hormones et beaucoup de protéines et beaucoup d'enzymes qui sont bien sûr sécrétées par le placenta, mais parfois on retrouve des molécules, mais on ne sait pas quels sont leurs rôles. Les hormones les plus importantes qui sont sécrétées par le placenta, c'est surtout l'HCG. D'accord? L'HCG, il faut savoir que la CG, elle est composée de deux sous-unités, la sous-unité alpha et la sous-unité bêta. Je vous explique ça, c'est pour que vous comprendrez pourquoi on dose quand on veut, bien sûr, faire le diagnostic de grossesse, on dose le bêta ACG parce que l'alpha ACG, elle est commune à la LH, à la FSH et surtout à la TSH. Alors, pour ne pas avoir de faux positifs, on dose directement cette chaîne-là et elle est spécifique, bien sûr, de la grossesse ou bien elle est spécifique de l'ACG tout court. Bien sûr, sa sécrétion, elle est très précoce, dès le 7e jour après la fécondation, au moment de l'implantation. D'accord? Alors, on peut avoir un ACG positif avant même d'avoir une aménorrhée. D'accord? Les contractions d'ACG, les concentrations d'ACG maternelle augmentent progressivement pendant la grossesse jusqu'à un pic aux alentours de 10 semaines de gestation. Puis, ça va rester en plateau, puis diminuer jusqu'au 3e mois avec là aussi la disparition après l'accouchement. D'accord? Bien sûr, il faut savoir que pendant ce temps-là, c'est ce qu'on utilise pour le diagnostic des grossesses extra-utérines. Il faut avoir un taux de bêta-CG qui est double chaque 48 heures. Normalement, chaque 48 heures, on doit avoir un doublement du taux de bêta-CG. On surveille, surtout si on suspecte une grossesse extra-utérine. Le rôle de la CG est essentiel pendant la grossesse. Bien sûr, elle est probablement l'une des toutes premières molécules synthétisées par l'embryon en début de grossesse. Généralement, euh, bien sûr, la CG joue un rôle essentiel par un mécanisme autocrine et paracrine dans la différenciation du trophoblaste et favorise la différenciation du cytotrophoblast au syncytio-trophoblaste.
Bien sûr, l'ACG, c'est lui qui nous permet le maintien du corps jaune, d'accord, pendant jusqu'à, bien sûr, le relais par le placenta. Euh, on a constaté que, bien sûr, s'il n'y a pas de grossesse, il va disparaître. Et l'hormone, quand, qu'on pense, elle agit sur le corps jaune, c'est bien sûr c'est 7-ACG. D'accord? L'hormone, la deuxième hormone qui est très très importante, c'est l'HPL, ou bien l'hormone lactogène placentaire. Bien sûr, cette hormone-là, elle est sécrétée par le syncytiotrophoblaste et est détectable dans le sang maternel dès la troisième semaine de gestation. Cette hormone-là, c'est l'hormone qui est suspectée, d'accord, de vouloir garder le glucose le plus longtemps possible dans la circulation sanguine maternelle pour favoriser le passage vers le fœtus et c'est elle qui crée une insulino-résistance. On a aussi la GH placentaire, c'est comme l'hormone de croissance, d'accord? Bien sûr, elle est synthétisée par le syncytiotrophoblaste et sécrétée dans le compartiment maternel de façon non pulsative. En début de grossesse, la GH circulante chez la mère est d'origine hypophysaire. Après la première moitié de la grossesse, l'hormone placentaire remplace progressivement la GH maternelle. Le rôle, bien sûr, il est mal connu, mais cet hormone-là possède une activité somatotrope importante, similaire à celle sécrétée par la mère. Bien sûr, comme l'hormone placentaire lactogène, l'AGH joue un rôle sur le métabolisme maternel en favorisant surtout l'apport nutritionnel pour le fœtus. Généralement, elle favorise, bien sûr, les hyperglycémies pour avoir un passage maximal du glucose vers, bien sûr, le fœtus. La progestérone, c'est l'hormone qui est très, très importante pour la grossesse. Bien sûr, elle est sécrétée par le placenta à partir de la sixième semaine. C'est là où, bien sûr, elle prend le placenta prend le relais du corps jaune pour excréter cette hormone-là. Bien sûr, son rôle il est très, très important pour une grossesse parce qu'on a constaté que s'il y a une baisse de la progestérone pendant la grossesse, on a tendance à avoir des menaces d'avortement ou bien des menaces d'accouchement prématuré. Bien sûr, outre ces effets périphériques classiques, réduction surtout du tonus de la musculature de l'utérus, et bien sûr du tonus de l'estomac. Elle agit même sur l'estomac et on a tendance à avoir des vomissements. Bien sûr, elle agit aussi sur la motilité intestinale et le tonus vasculaire avec une augmentation de la température basale. Ça, je vous ai expliqué pour, bien sûr, dans l'ovulation, quand on a euh, la courbe biphasique de température. La progestérone induit pendant la grossesse un ramollissement au niveau du corps utérin, d'accord, pour qu'il se détend et il va bien sûr euh, il va il va grandir avec le fœtus ou bien avec la progression de la grossesse. Et bien sûr, cette hormone-là, elle nous crée une hypertonie au niveau du col. Ça veut dire qu'elle garde le col fermé malgré que l'utérus prend du volume et le fœtus grandit. Bien sûr, c'est l'hormone du maintien de la grossesse. Et sa chute, généralement, précède l'accouchement. Dès que la progestérone diminue, d'accord, là, on a tendance à une entrée en travail. Bien sûr, la progestérone
avec les oestrogènes induit la différenciation des glandes mammaires et empêche l'intervention de la prolactine sur la glande mammaire en inhibant la lactation avant l'accouchement. Les oestrogènes, leur production à partir de la 8e semaine de grossesse, bien sûr, le placenta, c'est la source majeure d'oestrogènes maternels pendant la grossesse, surtout le stradiol ou bien E2. Le placenta est un tissu stéréodogénique incomplet. Il fait intervenir la fonction maternelle et fœtale pour la réalisation de certaines réactions enzymatiques ou pour la fourniture de certains précurseurs. Bien sûr, le rôle, il faut savoir que si en combinaison avec la progestérone pour préparer la lactation, et les oestrogènes combinent leurs effets toujours avec la progestérone pour inhiber la prolactine. D'accord? Ils permettent la prolifération de l'endomètre, sont des inducteurs de la croissance utérine. C'est eux qui vont permettre, bien sûr, que l'utérus prend du volume, d'accord? Parce que ce n'est pas juste un phénomène élastique, mais il y a fabrication de cellules musculaires et c'est grâce à ces hormones-là que c'est induit. Les protéines et enzymes, on a beaucoup de protéines, d'accord, mais on ne sait pas vraiment à quoi, ou bien on ne sait pas, on ne connaît pas encore leur rôle. Il y a beaucoup de protéines, d'accord. Elles sont spécifiques du placenta parce qu'elles ne sont pas retrouvées chez la mère, d'accord, ou bien chez le fœtus. Il n'y a que le placenta qui les fabrique. Et bien sûr, on ne connaît pas réellement leur rôle, ainsi qu'il y a pas mal d'enzymes qui sont sécrétées et le rôle, toujours, on le connaît pas ou bien on l'a mal cerné. Un mot pour les membranes. Bien sûr, il faut savoir que le fœtus, bien sûr, on appelle les membranes parce qu'il y a deux membranes qui sont, bien sûr, accolées, le chorion et l'amnios. Le fœtus et son cordon ombilical baignent dans le liquide amniotique et sont enfermés dans une poche, ce qui est la cavité amniotique limitée par les membranes amniotiques. Bien sûr, elles sont au nombre de deux. L'amnios qui est au contact du fœtus et le chorion qui, lui, adhère à la caduque. Bien sûr, là, c'est le fœtus, le cordon ombilical. À l'intérieur, c'est le liquide amniotique. Et là, c'est protégé par, bien sûr, les membranes. À l'intérieur, c'est l'amnios. À l'extérieur, qui est au contact de l'endomètre, ou bien qui est devenu la caduque, c'est le chorion. D'accord? Bien sûr, et juste pour l'amnios, bien sûr, les cellules amniotiques participent au transfert fœto-maternel et elles sécrètent les éléments du vernix caseosa. D'accord? C'est ça, le vernix caseosa, et c'est l'amnios qui le fabrique. C'est juste pour que vous reconnaissiez, à la naissance, généralement, on a tendance à avoir un bébé, d'accord, qui a ce vernix-là sur la peau. Contrairement quand on a des grossesses qui dépassent le terme et l'amnios qui ne sécrète pas ce vernix-là, on a tendance à ne pas avoir cette substance. Et on suspecte, c'est là qu'on se dit qu'il y a eu un dépassement de terme. Ça, c'est pour les membranes. Bien sûr, les membranes amniochoriales, elles sont semi-perméables, d'accord, à structure poreuse. Elle est perméable à l'eau, aux électrolytes, à l'urée, au glucose et à la créatinine et aux protéines de poids moléculaire inférieur à 150 000. Les échanges d'eau aboutissent à une sortie de liquide de la cavité amniotique vers la mer
Ce phénomène participe à l'oligomyose physiologique du terme. Bien sûr, quand on avance en terme, on a tendance à une diminution de la quantité du liquide amniotique. Bien sûr, les membranes jouent également un rôle de barrière aux agents infectieux, surtout les infections ascendantes à partir du vagin. Là, ces membranes-là, elles protègent très très bien le fœtus. Sur le plan biologique, les membranes ont une activité importante de métabolisation et participent à l'activité endocrine du placenta. Mais elles aussi, elles participent à l'élaboration de pas mal de molécules. L'activité enzymatique, il existe au niveau du chorion, en début de travail, une synthèse de prolactine, de lipides, dont l'acide arachidonique. D'accord? Les membranes produisent de la phospholipase A2, enzyme qui permet la synthèse des prostaglandines qui sont très très importantes, d'accord, pour le déclenchement du travail. Les récepteurs hormonaux, on retrouve au niveau des membranes des récepteurs à l'arénine, à l'angiotensine et à la prolactine qui jouent un rôle dans le déclenchement du travail. Mais il faut savoir que le travail, jusqu'à présent, on ne sait toujours pas comment il est déclenché. D'accord? C'est malgré tous les travaux qu'il y a eu, on n'arrive pas à savoir comment le travail se déclenche. Mais généralement, il y a beaucoup de facteurs. C'est pour le placenta. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, s'il vous plaît?